Mesdames, Messieurs les ministres ici présents, Mesdames, Messieurs les panélistes et modérateurs, honorables invités, représentants de la société civile, chers membres et sympathisants du mouvement endogène, chères citoyennes et citoyens du renouveau, chers amis, chers participants, bonjour. Le mouvement endogène, vous le savez, après 3 ans de vie très active, a fait peau neuve depuis le mois de juillet dernier afin d'approfondir sa vision et ses missions pour créer une masse critique de citoyens conscients de leur histoire, fiers de leurs origines, engagés pour le renouveau, le développement endogène et la construction d'un État-nation. Mouvement très dynamique qui use de tous les outils et méthodologies de notre ère afin de toucher toutes les populations, dans leur milieu de vie, à travers leur langue et la culture. C'est pourquoi, comme à l'accoutumée, le mouvement endogène nous offre aujourd'hui un cadre de retrouvailles en famille, parce que nous sommes toujours en famille au Burkina Faso. Un cadre aussi de réflexion sur les questions essentielles du développement de notre nation, avec la participation et la contribution de personnes ressources et expertes. Bienvenue donc à ce panel endogène, pour des discussions endogènes, des conclusions stratégiquement endogènes pour un développement endogène. Nous sommes là pour entendre des communications, pour discuter, pour échanger, afin d'en savoir plus sur ce que nous avons à faire en tant que citoyens et citoyennes du renouveau pour la reconstitution de la Haute-Volta et surtout la construction de l'État-nation. Mesdames, Messieurs, le panel d'aujourd'hui va s'organiser en 2 phases. Tout à l'heure, nous allons commencer la première phase qui sera modérée des mains de maître d'une femme leader. Elle est la première femme docteur en philosophie au Burkina Faso, chargée de recherche en éthique, philosophie morale et politique. Elle a à son actif des publications dont les thématiques se basent sur les questions de la jeunesse, la démocratie, la politique, la résistance et le développement endogène. Parmi ces publications, on peut citer la contribution de la jeunesse à la consolidation de la démocratie en Afrique, quelle stratégie? Publié en 2016. Le recours au droit de résistance en Afrique, maturité politique du peuple, publié en 2017. Culture et développement selon Kant pour la culture du développement en Afrique, publié en 2017. Et l'immigration de la jeunesse africaine et la question de la dignité humaine, publié également en 2017. Elle a fait donc du philosophe Kant l'une de ses références en matière de recherche et d'analyse. Ce matin, c'est elle-même qui nous présentera ses autres panélistes, ainsi que les sous-thèmes que ces derniers vont développer. Merci donc d'accueillir, avec des applaudissements, Dr Somé Somda Minimalo Alice, chef de département sciences juridiques, politiques et historiques du CNRST. Docteur, vous avez la parole. Bonjour, chers participants à cette journée scientifique. Je dénomme journée scientifique parce que la journée sera ponctuée de 2 panels, suivis des discussions, débats. Donc, c'est une journée scientifique pour moi. Donc, j'ai l'insigne honneur de modérer le premier panel. Et je voudrais tout d'abord exprimer mes vives félicitations aux organisateurs de cette journée scientifique. Et les différentes communications des panels seront axées autour du thème global, central, qui est fixé derrière nous, reconstruction de la Haute-Volta, repère pour un sursaut patriotique dans la construction de l'État-nation. Je me permets de rappeler quelques dates. Nous avons la première date qui est la constitution de la Haute-Volta en 1919, la dissolution de la Haute-Volta qui était répartie en bloc entre le Mali, Niger et la Côte d'Ivoire, le 5 septembre 1932, la reconstitution de la Haute-Volta le 4 septembre
et je profite de souhaiter un joyeux 74e anniversaire à tous les Burkinabés. Il y a eu aussi la proclamation de la République de la Haute-Volta le 11 décembre 1958 et enfin la proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta le 5 août 1960. Mais la date qui nous réunit ce jour est la commémoration du 74e anniversaire de la reconstitution de la Haute-Volta le 4 septembre, qui n'est pas marquée par l'organisation d'activités commémoratives comme le 11 décembre et le 5 août. Et donc, l'association endogène, qui a pour devise converser, converger et convertir, a le mérite de se soucier de cette commémoration pour donner un sens, une visibilité et une recherche-action afin que cette activité scientifique puisse permettre de trouver des pistes de solutions qui contribueront à la construction de l'État-nation. Donc, je souhaite une très bonne rentrée citoyenne aux membres de l'association endogène qui font dérouler des activités depuis le 3 septembre et ces activités prendront fin le 5 septembre. Très bonne rentrée à vous, chers membres de l'association endogène. Sur ce, je vais présenter les communicateurs du premier panel. Le premier communicateur est Jean-Marc Palme. Et nous avons travaillé ensemble au CNRST. C'est un de nos chercheurs seniors qui a contribué vraiment à la formation de la jeunesse, des jeunes chercheurs seniors à l'Institut des sciences des sociétés. Le professeur Jean-Marc Palme est directeur de recherche en histoire politique, ancien ministre des Affaires étrangères, chercheur, écrivain et conférencier. Donc, il a l'habitude des conférences. Actuellement, président du Haut Conseil du dialogue social, Jean-Marc Palme est un fin connaisseur de l'histoire de notre pays et un observateur de choix de l'évolution de notre pays. Si une personne contribue au transfert de témoins entre générations, c'est bien lui. Je vous demande de l'ovationner. Merci, cher professeur, d'avoir accepté de donner votre communication pour contribuer à la construction de l'État-nation. Le deuxième panéliste est mon co-directeur de thèse. Donc, il a co-dirigé ma thèse et j'ai soutenu cette thèse-là en 2017. Et le directeur de thèse fut le professeur Nanema Jacques. Merci beaucoup pour votre soutien et votre encadrement. Donc, grand militant des associations estudiantines des années 1970, M. Basile Guissou est surtout connu par sa carrière politique qui débute avec la révolution du 4 août 1983, pendant laquelle il occupe successivement les postes de ministre de l'Environnement et du Tourisme, ministre des Relations extérieures et de la coopération, puis ministre de l'Information. Il connaît une période difficile suite aux événements que nous connaissons. Je pense qu'on va passer là-dessus. Donc, il est chercheur sociologue. Monsieur Basile a déjà publié deux livres. Le premier livre s'intitule « Burkina Faso, un espoir en Afrique ». La ville d'édition, c'est Paris, édition L'Homme, en 1995. Le deuxième ouvrage, c'est La pauvreté, une fatalité, donc un questionnement, donc aux éditions Katala. Donc en 2004, il fut nommé délégué général du Centre national de la recherche scientifique et technologique à Ouagadougou. Il est membre de la Petite Académie et il est officier de l'Ordre national et du mérite, officier international des palmes académiques du CAMES. Donc, je demande aussi de l'ovationner. Merci à vous aussi d'avoir accepté d'animer ce panel. Donc, le premier communicateur, qui est le professeur Jean-Marc Palme, il donnera sa communication sur de la Haute-Volta, sur les chemins de la construction de l'État, d'un État-nation. Donc, je donne la parole
au professeur pour sa communication. La date du 4 septembre, à mon avis, est importante dans l'histoire du pays. C'est la renaissance de la colonie de Haute-Volta après 15 ans de démantèlement du territoire. C'est un principal jalon dans le processus d'édification de l'État voltaïque. La problématique ici posée est l'édification de l'État-nation. Commençons d'abord par la définition d'un certain nombre de concepts. D'abord, qu'est-ce que l'État? L'État se définit par les éléments suivants: la souveraineté territoriale, l'unité politique des habitants d'une aire géographique donnée, la soumission des habitants à une autorité unique investie dans un groupe de dirigeants se plaçant au-dessus de l'ensemble de la population. Mais cette définition n'est pas partagée par tout le monde. La définition marxiste de ce concept est différente. Pour eux, l'État est un instrument au maître d'une classe pour en opprimer une autre. Quant à la nation, elle est un groupe homogène qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre ensemble. L'État-nation est un concept théorique, politique et historique qui désigne la juxtaposition d'un État en tant qu'organisation politique à une nation, c'est-à-dire des individus qui se considèrent comme liés et appartenant à un même groupe. Cette théorie de l'État-nation a été critiquée notamment par certains marxistes qui estiment que le sentiment identitaire ne se trouve pas au sein de la nation, mais au sein de l'humanité tout entière. En Haute-Volta, l'État a dévancé la nation. La réalisation de son unicité est en permanence mise à l'épreuve par l'historicité des particularismes identitaires. Notamment, l'identité nationale en construction se conjugue-t-elle avec les nationalités souvent appelées ethnies. L'étude montre, pour commencer, comment des stratégies de massification ethnique et d'homogénéisation spatiale ont conduit à l'émergence du territoire colonial voltaïque. Elle analyse ensuite les péripéties vécues par ce territoire, jusqu'à l'indépendance et après. D'abord, voyons la création de l'État, de la colonie Haute-Volta. La Haute-Volta n'est pas née d'une dynamique interne des populations qui a unifié les différents territoires. La colonie a été créée artificiellement par la France après la conquête de ce qu'on peut appeler les pays voltaïques. Comment le colonisateur a procédé? D'abord, après la conquête, les pays voltaïques furent partie de la colonie de Haut-Sénégal-Niger en 1904. La Haute-Volta est née du dédoublement de cette colonie dont la capitale était Bamako. Ce fut l'aboutissement d'une réforme globale de l'administration coloniale française. Il s'agissait d'assurer une meilleure gestion des territoires conquis, surtout après la révolte de la Bourg du Moun, 1915-1916, qui mobilisa près de 300 000 combattants. Quelle fut la philosophie appliquée? Le rassemblement des territoires et des populations était dans une perspective d'homogénéisation de l'espace conquis. Pour ce faire, le colonisateur s'était fondé sur les anciens royaumes et espaces qui rassemblaient les mêmes ethnies et ou des populations de même culture. C'est ainsi qu'on parlait du pays Moussi, du pays Gouroussi ou du pays Lobi. N'en déplaise à certains. Le rapport de la force du nom du gouverneur du Haut-Sénégal servit de base de débat. Celui-ci partait du constat que la colonie regroupait principalement deux groupes socio-linguistiques, le groupe Mandé et celui dit voltaïque. Il préconisa la création de deux entités, celle du groupe Mandé et celle du groupe dit voltaïque. Les raisons tenaient au fait que le groupe Mouaga, le plus important du point de vue démographique, était éloigné de la capitale Bamako. D'autre part, la révolte de 1915-1916 s'expliquait par la faible implantation de l'administration dans la colonie. Créer la Haute-Volta, c'était donner à la fois à l'Est les moyens d'une utilisation rationnelle des potentialités humaines des Mossé en faveur du développement des colonies voisines et parachever à l'Ouest de celui-ci l'apprisionnement des Boaba, Bobo, Lobi, Marka, Samo, population jugée insuffisamment soumise. La première proposition était la création d'une colonie avec pour capitale Bamako et la seconde centrée sur Ouéouia ou Bandiagara. Cette proposition n'eut pas l'adhésion de tous les administrateurs coloniaux. En effet, certains administrateurs, comme le gouverneur sortant de la colonie, émirent des réserves. Ils estimaient que la proposition de la force maintenait intégralement la cohésion des Moussi, des Lobi,
mais coupé en deux les Touaregs, les Bambara, les Sénoufos, les Bobos, pour ne parler que des principaux groupes ethniques. Le gouverneur en exercice du Haut-Sénégal-Niger, Brunet, ajouta aux arguments du précédent une inquiétude sécuritaire liée à la diversité des races, comme il disait. Il estimait qu'il était précoce, voire imprudent de compromettre la tranquillité des Mossi en les incluant dans une même entité que des populations insuffisamment pacifiées. Même le gouverneur de Côte d'Ivoire, favorable au développement de la colonie, proposa au nom d'une prise en compte des grandes divisions ethniques une colonie des Mossi, fondée en quelque sorte sur le Moro précolonial et ses zones d'attraction, afin que la Côte d'Ivoire puisse annexer le cercle de Bobo-Dioulasso. Finalement, le gouverneur de la Ouest, Angoulevent, trancha en faveur d'une colonie multi-ethnique. Le colonisateur a tenté d'identifier les ethnies et leur territorialisation dans des unités administratives appelées cercles. Des groupes ethniques, parfois en conflit, pouvaient être regroupés dans un même cercle. C'est ainsi que la colonie de Haute-Volta vit le jour par un décret du 1er mars 1919 avec les cercles de Bobo-Dioulasso, Gawa, Ouagadougou, Dédougou, Dori, Fadangourma, Saï, qui a été rétrocédé en 1927 au Niger avec pour capitale Ouagadougou. Pourquoi? Cela tient à la logique du colonisateur qui construisait les colonies autour du groupe ethnique majoritaire, centre de diffusion de l'autorité coloniale. Ce fut le cas au Sénégal, autour des Wolofs, en Côte d'Ivoire, autour du groupe Akan, et des Bambara au Soudan, Mali actuel. En Haute-Volta, le bloc Mossi servit de noyau central de l'architecture administrative coloniale. Les autres structures administratives furent centrées sur Ouagadougou. Il fallait alors consolider la cohésion du centre de diffusion de l'autorité. C'est pourquoi le gouverneur Edouard Essling, premier gouverneur de la colonie, s'attacha à réorganiser le bloc Mossi afin de mieux prendre en compte les réalités politiques et ethniques. Ainsi, le cercle de Ouagadougou fut détaché de celui de Ouaguia, fut détaché de celui de Ouagadougou pour devenir autonome en 1920. Celui de Tenkodogo fut créé en 1921. Koudougou et Kaya devenaient aussi cercles en 1922. Auparavant, le gouverneur s'était assuré de l'indépendance de ces structures vis-à-vis de Ouagadougou. Le décret du 5 septembre 1932, entré en vigueur le 1er janvier 1933, supprimant la Haute-Volta, repartit entre les autres colonies. Le Niger reçut les Peuls et les Touaregs du cercle de Doré, amputés du canton d'Arbinda. Il reçut également les Gourmanchés du cercle de Fadangourma. Le Soudan, Mali actuel, bénéficia du canton d'Arbinda, des Mossé de Ouaguia et de la subdivision de Tougan. La Côte d'Ivoire a reçu le plus gros lot, 56% du territoire, comprenant Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Kaya, Tenkodogo, Koudougou, Gawa et Bakié. Il fallait que la population de la colonie, près de 3 millions, serve au développement des colonies jugées plus rentables, surtout la Côte d'Ivoire qui manquait de bras pour les plantations et divers travaux, infrastructures portières, routières, et au Soudan pour l'Office du Niger pour la production du riz et du coton. Les raisons avancées étaient des économies budgétaires et la non-viabilité de la colonie. Le Niger et la Mauritanie vivaient la même situation économique calamiteuse que la Haute-Volta à la même époque. En réalité, la colonie a été sacrifiée sur l'autel de la relance économique de la France, frappée par la crise économique de 1929 sous la pression des hommes d'affaires, des exploitants agricoles et forestiers européens constitués en lobby. La métropole s'était repliée sur l'Empire avec pour objectif l'intensification de l'exploitation des colonies fondée sur le concept des pôles de développement. Il fallait organiser des migrations vers des régions de grande concentration d'investissement et dotées de potentialités agroforestières relativement élevées, mais de faible capacité de travail. Le fait frappant était le démantèlement conscient du bloc Mossi, qui avait servi de pivot à la construction de la colonie. Peut-être que le colonisateur n'a pas voulu transférer une proto-nation dans une seule colonie. Par ailleurs, il était convaincu qu'aucun sentiment national n'y sera heurté vu la diversité des races. Grossière erreur que les actions des chefs traditionnels, Mossé et des élites de toutes les ethnies allaient démentir. La reconstruction de la Haute-Volta. Dès 1932, le Moro Nawakom et par la suite son fils Naba Saga II n'ont cessé de revendiquer le rétablissement de la colonie. Le premier souverain protesta vigoureusement auprès du gouverneur de la Côte d'Ivoire. Celui de l'AOF
et même du député Blaise Gagne pour exiger l'annulation de la décision. Les revendications allaient aboutir 5 ans plus tard à la création d'une région administrative regroupant les cercles de Bobo Dioulasso, Gawa, Dédougou, Kaya, Tenkodogo, Koudougou, Ouagadougou, par un décret du 13 juillet 1937, appliqué au 1er janvier 1938. Elle fut placée sous l'autorité d'un administrateur supérieur représentant le gouverneur de Côte d'Ivoire, avec pour siège Ouagadougou et dénommé Haute-Côte d'Ivoire. Mais cette décision n'était pas satisfaisante pour les chefs moussés et les élites voltaïques. Naba Sarra de poursuivre la lutte de son père. En 1948, il renouvela au haut-commissaire une demande de reconstitution de la Haute-Volta. Dans sa lettre, il souligna les conséquences désastreuses de l'écartement de la colonie sur l'économie du territoire voltaïque. L'exploitation sans merci des voltaïques dans les pays où ils étaient répartis. Il entreprit, malgré les interdits coutumiers, de rencontrer le 17 juillet 1947 le Yatenga Naba Tigré. Cette action était plus politique qu'ethnique. La revendication allait être favorablement étudiée grâce à la situation internationale et en AOF. En effet, après la Deuxième Guerre mondiale, les colonisés avaient pris conscience de leur statut de colonisés. Les réformes de Brazzaville qui préconisaient l'association des colonisés à la gestion de leur territoire allaient servir la cause voltaïque. C'est ainsi que la population voltaïque devait participer aux élections à la Constitution du 29 octobre 1945. Le poids électoral de la Haute-Côte d'Ivoire était lourd. Sur les transmises inscrits, 16 000 étaient dans cette zone, dont 12 000 pour le seul Moro. La Côte d'Ivoire devait élire 2 députés, dont un pour le premier collège, celui des citoyens, et le second pour le deuxième collège, celui des non-citoyens. Dans le second collège, 14 candidatures furent enregistrées, dont celle de Baloum Naba et de Félix Houphouët-Boigny. Dans la quête de la réconciliation de la Haute-Volta, le Mornaba Saga avait créé un parti, plutôt un comité électoral, l'Union pour la défense des intérêts de la Haute-Volta, avec l'aide de l'Église catholique. Monseigneur Thévenoud avait choisi des intellectuels moussés pour aider le Naba dans cette tâche. Celui-ci mena la campagne pour son candidat, tant et si bien qu'il fallut un deuxième tour, aucun candidat n'ayant eu des voix suffisantes au premier. Les Moussés avaient voté pour le ministre du Moro Naba et ceux de l'Ouest choisirent l'Ivoirien qui l'emporta par 12 980 voix contre 11 625. Aux élections législatives de 1946, Houphouët-Boigny, conscient du poids électoral des Moussés, déclara ne pas être opposé à la reconstitution de la Haute-Volta. Le Mornaba retira alors la candidature de son frère, Étienne Congo, puis l'Ivoirien négocia avec le souverain de Haute-Volta une liste dite liste sacrée comprenant Félix Houphouët-Boigny, Philippe Zenda Kaboré et Daniel Wezen Koulibaly. La liste fut brillamment élue avec 125 285 voix sur 127 000. Philippe Zenda Kaboré était le candidat des Moussés et devait œuvrer à la reconstitution de la colonie. Malheureusement, il mourait le 25 mai 1947 à Abidjan à 27 ans avant d'avoir fini d'accomplir sa mission. Le souverain Ouattara poursuivit sa mission. Dans ce cadre, il avait rencontré le président Vincent Auriol à Niamey en avril 1947 et lui avait soumis sa revendication. La promesse fut faite de réunir son peuple dans un seul territoire. À l'action des souverains moussés, il faut ajouter celle des élites qui, à travers des partis politiques comme l'Union voltaïque, avec des hommes comme Joseph Konombo et Nazi Boni, soutenaient la liste du Mornaba. La situation internationale allait servir la cause des nationalistes voltaïques. L'exclusion du Parti communiste français du gouvernement du fait de la guerre froide avait entraîné l'intensification de la lutte contre le RDA. La reconstitution de la Haute-Volta prenait alors la signification d'une opération politique destinée à soustraire la Haute-Côte d'Ivoire de l'influence de la Basse-Côte d'Ivoire. Dans cette logique, le décès de Zenda Kaboré offrait l'occasion de faire élire un député autre que du RDA. La renaissance du territoire servait ses desseins. La reconstitution ne se fit pas sans écueils. Les obstacles à la reconstitution de la colonie. La volonté de recréer la colonie se heurta à des écueils. Par souci d'éviter la contagion communiste, la France passa à créer une colonie ne comprenant que des Mossis. Ainsi, ceux-ci ne seraient plus en contact avec les populations de l'Ouest fortement influencées par le RDA. Celles-ci ne souhaitaient pas du reste faire partie de la nouvelle colonie
avec les Mossé dont elle se sentait éloignée sur le plan culturel, créant ce qu'elle appelait une mossification de tous les territoires. Le RDA, fortement présent à l'ouest, entretenait le refus du retour à la nouvelle colonie, la nouvelle Haute-Volta, ayant perçu la manœuvre qui menaçait sa survie. Mais, en son sein, les avis étaient partagés. Le Yatanga Naba craignait, en revenant à la Haute-Volta, de se trouver sous la coupe de Moronaba de Ouagadougou. Le chef de Fada Nkouruma se sentait bien au Niger et ne souhaitait pas revenir à la nouvelle colonie. Finalement, toutes ces résistances furent vaincues et la colonie fut reconstituée par un décret du 4 septembre 1947 dans ses frontières de 1932. Le rapport de force à l'époque ne pouvait pas permettre aux leaders de RDA de s'opposer frontalement au projet. En outre, le leader du mouvement ne pouvait pas ignorer la promesse faite au souverain Mouaga lors des élections. Ils firent donc contre mauvaise fortune bon cœur. C'est donc dans un contexte d'affrontement que la colonie a été reconstituée. Cependant, les oppositions n'avaient pas disparu. La persistance des rivalités ethniques et régionalistes après 1947. La renaissance de la Haute-Volta, malgré l'émergence d'une sorte de conscience nationale, née des luttes pour sa reconstitution, n'avait pas éliminé les sentiments ethniques et régionalistes. La politique de diviser pour régner de l'administration coloniale, surtout du gouverneur Albert Mourak, avait laissé des traces profondes. Dans sa lutte contre le RDA, il avait divisé le pays en deux, Est-Mossi et Ouest-Non-Mossi. Cela a instauré une sorte d'opposition géopolitique, jamais ouvertement déclarée, qui a pourtant pesé sur l'évolution politique du territoire voltaïque. Elle a engendré une forte rivalité entre Bobo-Dioulasso, capitale régionale de l'Ouest, et Ouagadougou, capitale régionale de l'Est et chef-lieu de la colonie. La concurrence entre les deux villes allait s'accentuer en 1952, quand le président du conseil régional, Joseph Ouedraogo, demanda au gouverneur Roland Pré de transférer la direction de tous les services administratifs jusque-là basés à Bobo-Dioulasso, à Ouagadougou. Cet acte fut interprété comme une volonté des Mossé d'étouffer l'Ouest pour le dominer. Déjà en 1948, lors de l'adoption du budget, Nazi Boni et Joseph Colombo s'étaient affrontés sur sa répartition. En effet, la région de Ouagadougou avait retenu 50% pour elle et les 50 autres % pour le reste de la colonie. Nazi Boni s'était écrié « Certains croient que la Haute-Volta s'arrête aux frontières de Gunga ». En 1951, mécontent de sa place sur la liste électorale de l'Union voltaïque, 4e, il interpréta cela comme une volonté de l'Est de priver l'Ouest d'un député. Il constitua alors une liste indépendante dénommée Amicale voltaïque, composée exclusivement d'hommes de l'Ouest, Palais Welte, Yongolo Traoré, Blaise Benon, Oussé Djiri. En 1954, il quittait l'UV suite à des contradictions internes liées au choc des ambitions et des sens régionalistes et créait son parti, le Mouvement populaire africain, le 29 août 1954. Le transfert des directions administratives de Bobo-Dioulasso à Ouagadougou l'a conduit à revendiquer en cette même année la création d'un 9e territoire à l'ouest pour se séparer des Mossé. De nombreux fonctionnaires durent quitter la ville qui a souffert de cette hémorragie. L'ouest se vit en parent pauvre du territoire. Pour Nazi Boni et ses partisans, l'ouest payait pour les Mossé. L'autonomie de la région s'imposait pour pouvoir se développer. Le projet fit long feu à cause de l'opposition de RDA voltaïque de la Côte d'Ivoire et du Soudan, dont certaines régions devaient être incluses dans le nouveau territoire. Pour lutter contre la division du territoire en Est-Mossi et Ouest-Non-Mossi, le RDA fusionna en septembre 1956 avec le PCMA de Joseph Colombo pour donner le Parti démocratique unifié. Cette fusion permettait aussi au mouvement panafricain de prendre pied en pays Mouara. Mais en 1957, pour la conquête du pouvoir, il signait un accord avec le MDV de Gérard Kangwe-Ouedraogo qui excluait les Mossé du centre. Quand en 1959, Bouri Yamego, qui avait remplacé Wenzen Koulibaly à la tête du pays, se sentit menacé, il eut recours au régionalisme, estimant que son éviction au profit de Christophe Kalenzanga serait celle des populations non Mossé, dans la mesure où, selon lui, les Mossé du centre ont toujours traité ceux de Koudougou de Gouroussi. Mais une fois maintenu à son poste de président et à la recherche d'une assise politique à l'Est, il obligea des maisons de commerce telles que Monoprix à déménager à Ouagadougou. Ces exemples montrent que l'ethnie et la région ne sont que des moyens
de lutte utilisés par les hommes politiques selon leurs intérêts du moment. Aussi, la division Est-Ouest n'exprime à notre avis qu'un sentiment de particularisme et une volonté de défendre son droit au développement. Les oscillements qu'elle n'a jamais véritablement reflété une volonté séparatiste. Mais des risques existent. Des véritables de rupture se font régulièrement jour. Août 1957, il faut signaler, 1954, il faut signaler l'apparition du mouvement autonomiste de l'Ouest Mao et sa volonté de créer une république en 1977 de Kénédougou. Ce mouvement semble avoir été en réalité un coup de semonce des hommes politiques de l'Ouest à l'endroit du pouvoir pour qu'une plus grande attention soit accordée à la région qu'ils trouvaient délaissée. Il rappelait aux autorités la fracture que connaissait le pays et qui pouvait conduire à des déchirures profondes. Il importe d'aborder la question ethnique et régionaliste avec une grande prudence. C'est pourquoi à l'indépendance, le problème fondamental qui se posait aux nouvelles autorités était comment réussir à construire une nation une et indivisible en situation pluriethnique. Les moyens utilisés pour édifier un État-nation ont été la conservation du nom du pays hérité de la colonisation et l'imposition du parti unique. Le nom Haute-Volta permettait de préserver la cohésion et l'unité de la soixantaine d'ethnies du pays en ce qu'il n'était issu d'aucune aide d'elle. Cela favorisait la synergie des forces centripètes en faveur de la construction de l'identité voltaïque. D'autant plus que la nation a édifié visant à inculquer la conscience d'une communauté de destin. Le parti unique poursuivait les mêmes objectifs. Il était censé exprimer l'unité de la nation en formation contre des forces de ségrégation qui résulteraient d'organisations politiques à base ethnique ou régionaliste. Officiellement, les différences d'appartenance socio-ethno-linguistique entre citoyens et militants du parti étaient occultées. En fait, l'État s'est maintenu sans grande déchirure nationaliste parce qu'il a su prendre en considération ces différences dans le partage du pouvoir selon des logiques clientélistes. Car les identités ethniques ne se politisent que lorsque l'État les politise en les niant ou en les réprimant. Malheureusement, le parti unique n'est pas nécessairement l'expression d'un mouvement national. La gestion du RDA l'a prouvé. Il y avait un hiatus entre les actes et les discours officiels. Le parti unique est apparu comme un moyen d'embrigadement de la population et l'imposition d'une dictature. La question identitaire est devenue plus complexe avec la sécheresse des années 73-74 et les migrations qu'elle a engendrées. Des populations du centre, du plateau central, du nord et du Sahel se sont massivement installées à l'ouest et au sud-ouest. Les différences culturelles et la question frontière sont devenues dans les régions d'accueil des pommes de discorde entre autochtones et migrants. Régulièrement, surtout avec les ambitions politiques, des échauffourées sont régulièrement signalées dans les différentes zones du pays. L'État peine à y trouver des solutions idoines. La révolution démocratique et populaire, venue en 1983, accorda à la question nationale une attention particulière. Les mesures prises dans ce sens furent la suppression de la mention ethnique sur la carte d'identité nationale, le changement du nom du pays à partir des langues principales, Moré, Gula et Fulfulde, le changement de l'hymne national d'italien en loberi. En utilisant les trois langues les plus parlées et celles d'une minorité, les autorités affichaient leur volonté de ne privilégier aucune ethnie et voulaient minimiser les frustrations de nombreuses ethnies du pays. La politique de décentralisation visait le même objectif. Les provinces regroupaient les grands groupes ethniques de chaque région. La dénomination de ces entités administratives à partir des données politiques, linguistiques, sociales et culturelles endogènes répondait à un souci de souveraineté et surtout d'authenticité qui permettait aux populations de se réapproprier leur histoire. L'ambition était de reconnaître les particularismes et les fondre dans un ensemble. Malheureusement, cette politique a conduit au réveil des vieux démons de particularités ethniques, locales et régionalistes. Cela s'est manifesté avec la 4e République qui a poursuivi cette politique avec l'augmentation du nombre de provinces et la création de 13 régions. De nombreuses localités exigent d'être érigées en provinces ou refusent d'appartenir à des régions. Le phénomène existe toujours avec la création des associations de ressortissants de telle ou telle région. Sous couvert de solidarité, elles ont d'autres fins, surtout politiques. Souvent, elles ont recours à l'identité identitaire, au repli identitaire et régionaliste pour instrumentaliser les populations. Les récents événements prouvent à l'envi cette vérité. Face à la persistance de ce mal, quelles sont les perspectives? D'abord, prendre conscience du phénomène et ne pas le minimiser.
l'œuvre de construction nationale demeure sous la menace potentielle des forces centrifuges, au premier desquels on peut redouter le repli identitaire et le régionalisme. La faible conscience nationale peut faire connaître au pays de grands dangers et servir de terreau aux menaces terroristes. Il faut d'abord agir au niveau des enfants. L'école doit être le creuset de la nation. Il faut inculquer aux enfants une conscience nationale à partir de l'histoire du pays. Pour ce faire, les programmes scolaires doivent s'adapter à la situation en mettant l'accent sur des valeurs comme la confiance mutuelle, la tolérance, l'acceptation de la différence, la solidarité, la justice, l'équité, le respect de l'autre, la cohabitation pacifique. Il faut aussi puiser dans la sagesse populaire. La dimension pédagogique de cette sagesse était omniprésente dans la vie de tous les jours. Le contenu de l'éducation traditionnelle dérivé de la société et du milieu ambiant. Les valeurs transmises étaient celles jugées utiles à la cohésion sociale et aux bonnes relations entre les membres de la communauté. Le recours à des valeurs traditionnelles comme la parenté à plaisanterie doit être exploré afin de régler des problèmes à caractère identitaire. Remuer les cendres du passé est le premier acte qui permet de remonter le fil du temps et donner à la jeunesse des éléments pour ne pas verser dans le désespoir, afin de modifier le cours de l'histoire. En effet, préparer l'avenir suppose qu'on s'enracine dans son passé et qu'on l'assume, ce qui paraît glorieux et ce dont on est peu fier. Cette prise de conscience permet d'œuvrer à l'édification d'un état de droit légitime et stable dans lequel des populations se reconnaissent. Cela participe également à la construction d'une identité nationale. Il s'agit d'édifier un idéal politique qui convainc le peuple qu'il est maître de son sort. Dans ce combat, les intellectuels ont un grand rôle à jouer en menant des débats d'idées qui sont souvent remplacés par le choc des ambitions. Ils ne devraient pas sacrifier sur l'autel des intérêts immédiats et individuels. Les pouvoirs publics ont pour devoir d'abandonner la politique d'affection, famille, ethnie, co-religionnaire, pour celle des compétences et du mérite. L'arbitraire et l'informel dans la gestion du pays doivent prendre fin afin que l'idée de l'État soit restituée avec les principales valeurs que sont la vertu, la citoyenneté et le patriotisme. Il faut également voir dans la démocratie un système dans lequel on bâtit durablement, en songeant à l'avenir et non au lendemain, dans le respect des règles du jeu démocratique. Pour ce faire, une ouverture du débat s'impose, ainsi que la transparence dans la gestion de la chose publique, la liberté d'opinion et de son expression, c'est-à-dire le droit à la différence. Cela développerait l'esprit d'émulation et de compétitivité, mettrait des garde-fous à toute centralisation excessive de la pensée, du pouvoir et des richesses. Dans ce sens, la décentralisation initiée depuis quelques années devrait être poursuivie, renforcée et améliorée afin que les populations prennent véritablement en main leur avenir et que les différentes régions du pays se développent de manière équitable et harmonieuse. En quoi retenir, la renaissance de la Haute-Volta en 1947 traduit ce qu'on pourrait appeler le patriotisme voltaïque, malgré la manipulation des ethnies par le colonisateur. L'émergence de cette conscience nationale, entre guillemets, n'a pas éliminé les problèmes ethniques et régionalistes qui demeurent et empoisonnent la vie politique du pays en dépit des tentatives de solutions esquissées par les pouvoirs successifs. Ces sentiments sont généralement instrumentalisés par certains intellectuels à des fins électoralistes personnelles. Ils ne sont pas conscients des dangers qu'ils font courir au pays, surtout en ces temps de grande instabilité. En Haute-Volta aujourd'hui, Burkina Faso, l'État y a dévancé la nation. Celle-ci est, à n'en pas douter, véritablement en construction. Mais elle n'est jamais définitivement acquise. Aussi paradoxalement que cela paraisse, la pérennité de l'identité nationale devait prendre en compte les identités locales. C'est une œuvre collective à laquelle chacun devra s'impliquer. Merci. Nous remercions le professeur Jean-Marc Palme qui a donné une très belle présentation de sa communication. Voilà. Donc, dans sa communication, il a défini des concepts tels que l'État, la nation, l'État-nation, en faisant la différence entre ces trois concepts. Et la complémentarité se trouve du fait qu'au niveau de l'État-nation, il y a ce sentiment de la cause commune, le sentiment de la conscience nationale qui permet vraiment la construction du pays
de la Haute-Volta. Donc, il a parcouru vraiment ces concepts en donnant vraiment l'essentiel qui montre que l'État-nation au niveau du Burkina a été permanemment en construction, même s'ils ne sont pas arrivés à atteindre les objectifs. Il a aussi évoqué l'histoire de la création de la Haute-Volta, une histoire que vraiment nous avons eu à apprendre, hein, des formations de blocs, des dislocations et des reconstitutions, hein, de cercles. Et nous avons beaucoup appris de cela. Et il y a eu la tentative aussi de la construction de l'État-nation. Comme on l'a dit, quand on regarde depuis le temps colonial jusqu'après la Révolution, et tout ce parcours a été des tentatives, hein, de la construction de l'État-nation, malgré les difficultés rencontrées de part et d'autre, surtout le régionalisme, hein, basé sur l'ethnisation, hein, des zones, et les partis politiques aussi qui ne favorisaient pas cette construction-là. Même s'il y a eu fusion de certains partis qui permettent en tout cas de savoir qu'on pouvait aller au-delà des différences, au-delà des rivalités pour construire l'État-nation. Et ce qui est intéressant, c'est les propositions qu'il a eu à faire, hein, à partir des éléments comme la vertu, la citoyenneté, le patriotisme, la démocratie, le droit à la différence, la décentralisation qu'il demande d'être améliorée, poursuivie et améliorée, et l'émergence même de la conscience nationale. Donc, si on prend en compte ces éléments, ça peut permettre au Burkina de construire vraiment cet État-nation tant recherché par les Burkinabés. Et c'est un ramassis, comme nous sommes pressés par le temps, je vais donner la parole au professeur Basile Guissou. Et son thème, c'est le vivre ensemble, cartographie et analyse des défis et réponses pour un renouveau. Donc, professeur, vous avez 20 minutes pour votre communication. Et à la fin de la communication du professeur, nous aurons 1 minute, et chacun 1 heure de temps pour les discussions. Professeur, vous avez la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Il m'a été demandé de vous parler de le vivre ensemble, 2 points, cartographie et analyse des défis et réponses pour un renouveau. Je précise que pour moi, il faut dire le vouloir vivre ensemble plutôt que le vivre ensemble. Pourquoi? Entre 1932 et 1947, c'est le vouloir vivre ensemble qui a servi de mot d'ordre, de rassemblement dans l'adversité pour résister et se battre. J'ai 2 parties. Grand 1, comment diviser pour régner. De 1932 au 4 septembre 1947, les élites politiques en herbe, comme Ouézin Koulibaly, Philippe Zenda Kaboré, Dominique Kaboré, Nazi Boni, Christophe Kalenzega, Henri Marcel Guissou, les Moro Naba, Com 2 et Saga 2, les rois, les chefs supérieurs et inférieurs, ils étaient tous unanimes pour se serrer les coudes et pour arracher le décret reconstituant le territoire de la Haute-Volta le 4 septembre 1947. Albert Salfo Balima a publié une copie de la lettre circulaire du Moro Naba Saga 2, fils du Moro Naba Com 2, appelant tous les chefs Mossi à faire voter et élire Nazi Boni comme député en 1946. Parce qu'il était, je cite Albert Salfo Balima qui dit, il était un digne fils de la Haute-Volta qui luttait pour la reconstitution de la colonie. Et il faut prendre très au sérieux cette lettre circulaire pour montrer que
même en 1946, le Moro Naba était conscient que la colonie Haute-Volta ne se limitait pas à l'Empire Moara et qu'au-delà, des fils dignes comme Nazi Boni se battaient pour la reconstruction du territoire. C'est important. Il y avait incontestablement ce qu'on appelle aujourd'hui une union sacrée entre les élites politiques modernes entre griffes et les élites politiques traditionnelles. Parce que je l'ai toujours dit et crié haut et fort, la chefferie traditionnelle est politique. Vous savez qu'on est dans des séries d'évaluation des ministères à la primature et que je dois passer là-bas à 11h. Donc, je voulais quand même dire un mot par rapport à la thématique avant de me retirer. Donc, toutes mes excuses au professeur Basile Guissou, qui a été interrompu, mais vous savez bien toute l'amitié et l'appréciation positive que j'ai en votre endroit. Alors, la thématique de la journée, la question de la construction de l'État-nation, j'ai apprécié tout ce qui a été dit du point de vue historique, mais je pense qu'il faut avoir aussi une analyse socio-anthropologique de la question, et c'est juste cela que je voulais reverser. C'est une vaste entreprise de déconstruction de notre histoire qui a été entreprise dans le cadre d'abord de l'esclavage, de la colonisation, et après la décolonisation, ça s'est poursuivi. Qu'est-ce qui se passe? Avec donc surtout ceux qui nous ont colonisés, les Français, c'est d'abord le refus de la reconnaissance de l'existence d'ethnies sur leur propre territoire. Et l'identification et l'invention d'ethnies dans les territoires colonisés. Tout ceci pour nous refuser la prétention à la construction de la nation. Donc, j'ai appelé ça l'ethnie pour les autres et la nation pour soi. Alors, vous voyez que des disciplines comme l'ethnologie, comme l'anthropologie, ont justement été inventées pour étudier les sociétés autres que celles dites émancipées. Et la sociologie, au départ, est aussi également une discipline raciste, si vous voulez, qui a été conçue pour analyser rien que les sociétés dites modernes, industrialisées. Parce que la sociologie s'occupe donc des grands groupes et des sociétés où la solidarité s'est complexifiée. Donc, ce qu'on appelle le déplacement de la solidarité mécanique vers la solidarité organique. C'est ça qui s'est opéré. Donc, on nous a cantonnés dans cette ethnicité et le refus même que nos sociétés puissent être des objets sociologiques. Et là, il a fallu donc un vaste combat de décolonisation de la réflexion pour que la sociologie s'intéresse à nos pays. Et ce combat, à l'avant-garde, c'était les latino-américains. André Gunder Frank, Celso Furtado, du côté du Sénégal, c'était Aboubacar Sine, du côté de l'Égypte, c'est Samir Amin. Voici ceux qui ont mené le combat pour dire que les sociétés africaines ont le droit d'être étudiées par la sociologie. Et le seul en France, c'est le sociologue Georges Balandier, qui était donc le meneur de ce combat pour que la sociologie puisse avoir un égard sur nos sociétés. Et après, vous allez voir que l'ethnologie, la sociologie et l'anthropologie ont fait un retour sur l'Occident. Et en ce moment-là, on a commencé à reconnaître l'existence d'ethnies. En France, les Bretons, les Alsaciens, un certain nombre de groupes qui sont là, qui essaient aujourd'hui de se reconstituer. Mais au départ, en France, on pouvait parler de tout, sauf d'ethnie. Et les ethnies, c'était pour nous autres. Alors vous allez voir dans l'entreprise coloniale comment ça a été fabriqué. Quand on vous dit, aujourd'hui, le disent les Bambara. Mais les Bambara, ça n'a jamais été une ethnie historiquement pour les Africains. Le mot Bambara, c'est un mot que les différents groupes qui occupaient l'espace utilisaient pour se lancer des jurons. Quand on dit Bambara, c'est quelqu'un qui a un prognathisme très avancé, des traits rébarbatifs. Et donc, vous venez là, on dit, les autres sont des Bambara parce qu'on les insulte avec ce mot. Vous partez de l'autre côté,
on vous dit ceux-là, ce sont des Bambara. Et quand le colon est arrivé, qu'il est allé au niveau du premier groupe, ils ont dit les Bambara, c'est ceux qui sont en face. Voilà comment le mot Bambara a été collé à un groupe comme étant une ethnie. Vous passez le mot Djoula. Djoula, ça n'a jamais été une ethnie. Djoula, c'est une activité, c'est une profession. Tous ceux qui faisaient le commerce à l'époque étaient appelés des Djoula. Le nom de famille Cissé. Cissé n'a jamais été collé à une ethnie. Cissé équivaut à la profession de ceux qui ont la maîtrise du Coran, donc les marabouts. Vous allez avoir des Cissés parmi les Haoussa, des Cissés chez les Peuls, des Cissés chez les Dafi, ainsi de suite. Donc, traditionnellement, ce sont des familles africaines qui ont la maîtrise donc, du livre saint, le Coran. Alors, vous partez en Côte d'Ivoire, le mot Bété, c'est une invention de la colonisation. Il n'y avait pas d'ethnie qu'on appelle les Bété. Tout comme vous partez vers le Rwanda, c'est les Belges qui ont créé donc, les Hutus, les Tutsis et les Batwa. Voilà, on a 3 groupes. Mais quand vous regardez au Rwanda, comme au Burundi, les Hutus et les Tutsis, ils parlent la même langue. Et quelquefois, c'est la même famille. Ils ont dit à certains, comme mon frère, vous êtes plus clair, vous faites l'élevage, donc vous êtes les Tutsis parce que vous êtes les nobles. Les autres qui sont un peu plus noirs, ils font de l'agriculture, on les appelle les Hutus. Voilà la construction qui a été faite et qui a été enracinée dans les consciences africaines. De sorte effectivement que des barrières ethnicistes ont été créées, comme il a dit, c'est divisé pour régner. Donc c'est cette analyse sociologique que je voulais vous reverser pour qu'on se réveille, parce qu'aujourd'hui nous avons intériorisé des choses qui ne sont pas de notre patrimoine historique, mais qui sont devenues des identifiants et des marqueurs sociologiques qui font qu'effectivement la construction de la nation se révèle impossible, parce qu'on arrive à expliquer au Mossi que le Peul n'est pas bien, à dire de l'autre côté au lobby que le Peul n'est pas bien. Moi, j'ai fait tout le sud-ouest et je sais quelles sont les considérations ethniques qui existent dans ce sud-ouest-là, entre les Peuls, les Dagari, les lobbies. Donc, ce sont des constructions mentales qui ont été intériorisées par nous-mêmes et nous avons accepté cela. C'est ce qu'on appelle en sociologie la violence symbolique et la domination symbolique. La domination symbolique, c'est une domination qui est légitimée par celui qui est dominé. Si vous prenez la femme, elle accepte que l'homme est supérieur dans la construction historique parce qu'elle a été éduquée à accepter la domination de l'homme. Ça, c'est une domination symbolique. Et quand elle est symbolique, elle est difficile à casser parce que le dominé lui-même trouve des raisons pour légitimer les raisons donc, de sa domination par celui qui est en face. Et c'est ça le combat qu'il faut mener. Casser toutes ces violences symboliques qui nous sont faites. Casser ces dominations symboliques qui nous sont faites. Voilà. Donc le travail qu'on a à faire, c'est celui-là. J'aurais pu en dire un peu plus, mais je vais laisser mon aîné continuer avec la suite, mais il me fallait reverser cela. Je vous remercie. Je reprends donc mon propos. Albert Salfo Balima a publié une copie de la lettre donc, du Moro Naba appelant les chefs Mossi à faire voter élire Nazi Boni. Il y avait incontestablement ce que j'appelle union sacrée entre élite politique moderne, entre griffes, et élite politique traditionnelle. Albert Salfo Balima, après le brusque décès à Abidjan, le 25 mai 1947, du jeune député Philippe Zenda Kaboré à 27 ans, je précise qu'il a été major de la promotion William Ponty des pharmaciens africains. Et c'est lui qui a ouvert la première pharmacie à Bobo Dioulasso en 1946. Et si vous lisez Frédéric Guillemot, il en parle dans Comment perdre le pouvoir, la chute de Maurice Yamégo. Bien sûr, comme c'est un militant réactionnaire, il le traite de provocateur, de bagarreur, qui frappait les Français à Bobo Dioulasso. Moi, mon père était son adjoint comme infirmier, et j'en suis fier. Donc,
Albert Salfo dit ceci, que quand Philippe Zenda Kaboré décède, parce qu'il a été élu député, il n'a pas siégé un seul jour. C'est en partant à Paris pour siéger qu'il est mort à Abidjan, le 25 mai 1947. Si vous lisez Désiré Kaboré, il raconte un peu, puisque c'est son père, Dominique Kaboré, que Philippe Zenda a logé pour continuer sur Paris. Et puis, il est décédé là-bas. Voilà. Bon, d'aucuns disent qu'il a été empoisonné. Moi, j'y crois. Parce que le colon n'a jamais reculé devant l'assassinat ou le meurtre pour s'imposer. Rappelez-vous que Philippe Zenda est mort en 1940, 25 mai 1947. Ouézin Koulibaly est mort le 8 septembre 1958, à la veille du référendum du 28 septembre 1958. Le Moro Nabakoum est mort en 1957. Ce sont les trois figures qui défendaient l'identité burkinabé, voltaïque. Ce n'est pas un hasard. Donc, Albert Safro dit ceci. Et il dit que après le décès de Philippe Zenda Kaboré, le Moro Naba Saga II va convoquer Henri Marcel Guissou, agent spécial, comptable public. Il était en service à Kaya, agent spécial, comptable public, diplômé de l'école William Ponty. Il le convoque pour lui dire, selon Albert Safo Barima, qui écrit que à M. Kaboré comme à M. Guissou, l'instruction donnée par le Naba était courte et forte. 2 points. À Paris, votre rôle consistera à faire renaître une haute volta autonome pour le moment. Fin de citation. Confère Légende et Histoire des peuples du Burkina Faso, 1996, édition J.A. Conseil, Paris, 375 pages. À Paris, donc, Henri Marcel Guissou va faire le travail comme il se doit. Il est le rapporteur du Conseil de la République qui s'est réuni pour discuter et adopter, je cite, le projet de loi tendant au rétablissement du territoire de la Haute-Volta. Fin de citation. Le 19 août 1947. La situation politique en France est propice et favorable aux calculs politiciens des états-majors de la colonisation. Ils espéraient utiliser le territoire reconstitué de la Haute-Volta comme un rempart politique contre la montée en puissance des idées progressistes véhiculées par le Parti du Rassemblement démocratique africain RDA, créé le 16 octobre 1946 à Bamako, au Mali, à l'époque Soudan français. Le combat pour reconstituer le territoire autonome de la Haute-Volta durera donc 15 ans, avec ses moments forts et ses moments de recul. Mais durant les 15 ans, aucune force politique n'a pu contrecarrer, affaiblir ou vaincre la détermination des acteurs, ni entamer leur foi en la victoire. Le journal officiel français du 20 août 1947 rend compte en ces termes de la séance du Conseil de la République. Je cite, « Mesdames, Messieurs, je tiens à remercier toute l'Assemblée qui vient de m'adopter aujourd'hui définitivement en son sein. » Applaudissements unanimes entre griffes, entre parenthèses. Vous comprendrez ma joie de rapporter pour la première fois à cette tribune, alors qu'il s'agit d'un texte reconstituant après un délai de 15 ans le territoire qui m'a envoyé ici.
c'est une résurrection morale pour moi. Et je crois que c'est une résurrection légale qui rétablit la justice qu'un peuple de plus de 3 millions d'habitants réclame depuis 15 ans. Aujourd'hui, en votant ce projet, nous ferons quelque chose qui marquera la vie de ce territoire de la Haute-Volta, la justice que la République française nous a toujours témoignée. Mesdames, Messieurs, l'Assemblée nationale a adopté le 11 août dernier, sans débat, un projet de loi rétablissant le territoire de la Haute-Volta. Vous savez tous que ce territoire a été disloqué en 1932 par décret et le but peu honorable de cette opération ne me permet pas de l'évoquer ici en détail. Cela a été un grand sacrifice pour ce peuple qui, malgré toute son endurance, a fini par crier auprès du gouvernement et auprès de ses élus pour recouvrer son autonomie. Cette demande d'autonomie ne signifie pas que nous voulons modifier notre façon de nous conduire vis-à-vis de la France, mais que nous tenons à avoir la place qui nous revient au sein de l'Union française. Cette place est tracée non seulement par la manière dont nous sommes ralliés à la France, dont nous nous sommes ralliés à la France en 1895, mais surtout par la conduite que ce peuple a toujours gardée vis-à-vis de la France. Applaudissements unanimes, entre parenthèses. Monsieur le ministre de la France d'Outre-mer, qui est ici, sait depuis quand nous réclamons notre autonomie et quelle a été pour cela mon assiduité et celle de mes camarades. Il connaît les voies que nous avons suivies depuis des années pour obtenir cette autonomie. Ces voies ont été vraiment légitimes et si nous n'avons pu obtenir alors ce que nous demandions, c'est peut-être parce que le Parlement français ne s'était pas prononcé. Je pense qu'aujourd'hui, il voudra donner satisfaction à ces peuples voltaïques qui ont mis leur confiance non seulement en la France, mais en l'avenir commun de la France et de leur pays. Les peuples voltaïques qui ont eu confiance en la France ne comprendraient pas que celle-ci, avec toute la générosité dont elle a fait preuve envers les autres territoires, les maintiennent dans une position aussi humiliante alors qu'ils ont prouvé un dévouement que beaucoup d'autres peuples ne pourraient témoigner parce que l'occasion ne leur en a pas été offerte et ont manifesté une confiance totale depuis 15 ans. Je sais bien qu'à d'autres moments, il y aurait eu des difficultés que nous aurions eu à discuter ce projet. Mais aujourd'hui, après les démarches qui ont été faites, tous les peuples voltaïques ont réussi à s'entendre. Et je crois que le projet de loi ne rencontrera pas de difficultés au sein du Conseil de la République, puisqu'il a été adopté sans débat par l'Assemblée nationale. Je vous demanderai donc de l'adopter sans débat et sans modification pour les mêmes raisons qui ont permis à l'Assemblée nationale de la voter dans ces conditions. Entre parenthèses, applaudissements. Monsieur le Président, c'est le Président du Conseil de la République qui parle. Personne ne demande la parole, ne demande plus la parole dans la discussion générale. La discussion générale est close. Je consulte le Conseil de la République sur le passage à la discussion des articles du projet de loi. Le Conseil décide de passer à la discussion des articles. Monsieur le Président, je donne lecture de l'article 1er. Article 1er. Est et demeure abrogé le décret du 5 septembre 1932 portant suppression de la colonie de Haute-Volta. Personne ne demande la parole sur l'article 1er. Je le mets aux voix. Article 1er est adopté. Monsieur le Président, article 2. Le territoire de la Haute-Volta rétabli
possède l'autonomie administrative et financière dans les mêmes conditions que les autres territoires du groupe de l'Afrique occidentale française. Son chef-lieu est Ouagadougou et ses limites celles de l'ancienne colonie de la Haute-Volta à la date du 5 septembre 1932, entre parenthèses, adoptée. Article 3. Des modifications pourront être ultérieurement apportées aux limites territoriales fixées à l'article 2 après consultation des assemblées locales intéressées. Adopté, entre parenthèses. Article 4. La représentation du territoire à l'Assemblée nationale, au Conseil de la République et à l'Assemblée de l'Union française, ainsi que l'organisation du Conseil général de la Haute-Volta feront l'objet de lois ultérieures adoptées. Article 5. Des règlements d'administration publique détermineront toutes les dispositions transitoires, notamment en matière budgétaire et financière, adoptées. Je mets aux voix l'ensemble de l'avis sur le projet de loi. Le Conseil de la République a adopté. Applaudissements. Le 4 septembre 1947, le président de la République française, Vincent Auriol, promulgue et signe le texte définitif de la loi numéro 47-1707 qui rétablit le territoire de la Haute-Volta dans ses limites frontalières de 1932. Point final. Paradoxalement, cette reconstitution va créer plus de problèmes politiques au sein de l'élite dirigeante qu'elle n'apportera de solutions. Les perspectives de promotion individuelle s'ouvrent à chacun des acteurs. La création de nouveaux partis politiques va s'intensifier. Comme la sagesse populaire le dit, je cite, « La victoire a toujours trop de pères. Seule la défaite est orpheline. » Tout le monde veut être en première ligne et se trouver en bonne position, car à l'évidence, la mise en place de nouvelles structures administratives et politiques ouvrait des perspectives de promotion. Après l'union sacrée, c'est l'ère des divisions qui s'installe pour durer. Au total, c'est 13 partis politiques qui vont occuper la scène de l'action politique jusqu'à 1960. On peut citer de 1945 à 1960 l'Union pour la défense des intérêts de la Haute-Volta, UDIHV, créée par le Moro Naba Sahara II, le Mouvement progressiste de la Volta, MPV, le Parti social d'éducation des masses africaines, PCMA, le Mouvement démocratique voltaïque du capitaine français Michel Dorange et Gérard Kango Ouedraogo, le Rassemblement démocratique africain de Daniel Ouezen Koulibaly, le Parti démocratique unifié PDU, l'Union démocratique section voltaïque du RDA, le Parti d'action paysanne PAP, le Mouvement du regroupement voltaïque MPV, le Mouvement de libération nationale MLN du professeur Joseph Kizerbo, le Parti national voltaïque PNV, le Parti républicain de la liberté PRL, pour remplacer le Parti du Rassemblement africain PRA de Nazi Boni, etc. Bon. 2. La division installe l'armée au pouvoir le 3 janvier 1966. Lorsque Édouard Ouedraogo observe dans son livre « Heures et malheurs de la politique et du journalisme au Burkina Faso, quelle leçon ?» Il dit ceci, il observe que ce sont les querelles intestines au sein du parti au pouvoir, RDA, entre Gérard Kango et Joseph Ouedraogo, qui ont contribué à préparer le terrain pour l'avènement de la révolution démocratique et populaire. Il dit vrai. Mais ces querelles ont commencé pendant l'insurrection populaire du 3 janvier 1966. À l'évidence, Joseph Ouedraogo, qu'on appelait Joe Oueder à l'époque, ancien ministre, député maire de Ouagadougou, originaire de Saba,
À l'évidence, Joseph Ouédraogo, leader incontesté de l'intersyndicale qui dirigeait la fronde contre le régime du président Maurice Yamégo, était le civil tout désigné pour remplacer le président déchu. Ceux qui sont là, qui se rappellent, moi j'étais en 3e au lycée Philippe Zenda Kaboré. Maurice Yamégo disait Joseph Ouédraogo y a boin. Joseph Ouédraogo y a Chine de Pékin. Chine de Pékin y a boin. Chine de Pékin y a communiste. Pour dire que c'est la Chine de Pékin qui dirigeait Joseph Ouédraogo et l'insurrection et la grève du 3 janvier 1966. Donc, dans les rangs des grévistes et des manifestants, un groupe s'est vite constitué pour lancer le mot d'ordre suivant: à bas Maurice, l'armée au pouvoir. Repris en chœur par les manifestants spontanément, le groupe en question envoie une délégation au domicile du chef d'état-major de l'armée, le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana, juste en face de la place de la Nation, qui sera débaptisée pour être rebaptisée place du 3 janvier 1966. Il est juste d'observer qu'il n'y a pas eu un coup d'État militaire classique dans la nuit du 3 janvier 1966. C'est à la demande des foules insurgées et à son corps défendant que Lamizana Sangoulé est devenu président. L'appétit est venu en mangeant. L'appétit est venu en mangeant le pouvoir, comme le disent les princes Mossi. C'est en 1970 que le Conseil supérieur des forces armées décidera de rester pendant 3 ans afin, dit-il, de parachever le redressement économique que l'intendant militaire surnommé Greenwich Meridian Time, Garango Marc Tiemoko, il réussissait à réaliser en tant que ministre des Finances. Il gardera le mérite d'avoir laissé à la postérité un livre intitulé « Le redressement économique de la Haute-Volta ». Avec ses mémoires, notre armée nationale gardera le mérite historique d'avoir pu faire défiler à la tête de l'État toute la hiérarchie des officiers, des généraux ou capitaines, en passant par les colonels et les commandants. C'est pas mal comme performance. Et de 1966 au 31 octobre 2014, l'armée est restée au pouvoir sans discontinuer, en s'appuyant toujours sur les divisions irréconciliables entre les acteurs civils qui, jusqu'à nos jours, persistent à préférer être plutôt tête de rat que de lion. Fin de citation. Le contexte de la démocratisation est dû, je cite, multipartisme intégral, que je ne saurais pas vous expliquer ici, aggrave l'éclatement de la classe politique nationale qui déborde dangereusement dans les organisations de la société civile, transformées en nébuleuses et en objets volants non identifiables. Bref, il faut conclure. Je conclus. Conclusion, le jeu reste ouvert malgré tout. Je ne désespère pas de l'élite intellectuelle et politique de mon pays. Il y a du bon, du moyen et du pas bon du tout. C'est avec le temps et l'intelligence que l'on construit des institutions endogènes enracinées dans les cultures politiques villageoises. Parce que je pense que le changement au Burkina viendra des villages. Tant que les 9000 villages ne changeront pas, le Burkina ne changera pas. Un Burkina limité aux élites intellectuelles des villes, politiques des villes, c'est une extraversion de l'Occident dans notre pays. C'est tout, sans plus. L'expérience
où les expériences des TPR, Tribunaux populaires de la Révolution, des comités de défense de la Révolution, CDR, restent des écoles que beaucoup refusent de fréquenter, à tort, de mon point de vue. Le Burkina Faso a une des plus riches histoires institutionnelles et politiques de l'Afrique. Je dis bien de l'Afrique. Ce n'est pas de la sous-région ou bien c'est de la CEDEAO, non, de toute l'Afrique. Nous n'avons aucun complexe à avoir. Le Burkina est une puissance, comment on appelle ça, un mouvement. Il faut que son élite en soit consciente. Malheureusement, je ne suis pas convaincu de ça. On continue à penser pays pauvre, pays enclavé, pays ceci, pays cela. Ce n'est pas vrai. Le Burkina a une des plus riches histoires politiques institutionnelles de l'Afrique postcoloniale. Toutes sortes de combinaisons constitutionnelles ont été expérimentées sur cette patrie des hommes intègres. Nous devons et nous pouvons en faire un meilleur usage que ce que nous faisons actuellement. Les lignes sont en train de bouger petitement, à mon avis, à mon sens. On peut et on doit accélérer la cadence des changements en évitant soigneusement de faire ce que Thomas Sankara appelait « 100 pas sans le peuple ». 100 pas sans le peuple. Il faut se hâter lentement. Je vous remercie. Merci au professeur Bissou pour sa brillante communication. Nous allons donner la parole au président de l'Assemblée, Maurice délégué Yamou Traoré. Je voudrais remercier la présidente et préciser qu'on ne l'a pas présentée de manière complète. C'est la commissaire générale des guides du Burkina Faso. Vous savez, oui, c'est vrai, c'est important. Vous savez que j'ai été de 72 à 86 le commissaire général des scouts de Haute-Volta et le président de la Fédération voltaïque du scoutisme. Ça, c'est mon identité initiale. C'est là qu'on m'a connu. C'est là que le nom Maurice est venu d'ailleurs. Sinon, je m'appelle Mélégué. Mélégué, et au village, on m'appelle Mélara. C'est plus sûr, c'est plus sûr en plus. Alors, et elle était toute jeune guide à ce moment, mais c'est elle la patronne maintenant. Je crois qu'il faut ajouter ça. Les deux qui sont là, ce sont mes ministres, l'un et l'autre. Lui, il a d'abord été mon ministre. Non, d'abord c'est l'autre. Jean-Marc Pam qui a été mon ministre, effectivement. Et ensuite, ça a été Basile, non, j'inverse. Et ça a été Basile. Basile d'abord, ensuite l'autre. Vous savez que j'appartiens au ministère des Affaires étrangères. Et je suis, en plus, comme c'est des brillants intellectuels, on vient de le voir, on ne pouvait pas mieux choisir pour exposer sur une thématique comme celle-ci. Je voudrais juste dire 2 points et puis partir. Parce que je m'excuse de devoir partir parce que on a un débat à la télévision, à l'hôtel Amiso à 12h30, exactement sur le même thème. Et je suis un des panélistes, donc je suis obligé de partir. Et Basile, quand il a parlé de moi, il a dit en fait, il sait bien qu'on était dans l'AEVO, c'était les agitateurs en tête. Et il se rappelle quand on a manifesté contre la présidente Doufouette-Boigny ici, et on nous a pourchassé la police, j'ai perdu même une chaussure, je me rappelle bien à l'époque, c'était célèbre. Et ce qui est vrai, c'est que moi, mon combat a toujours été le scoutisme, ça c'est clair. Ça c'est vrai. Et dernière chose que je vais vous dire, parce que je suis sûr qu'on se reverra, c'est le rôle d'Alidou. Il a joué un rôle dans l'histoire du pays, et il faut reconnaître ça. Et en tant que personnalité pleine d'indépendance, parce que sa caractéristique, c'est d'être indépendant. Moi, j'admire ça toujours. Quelqu'un qui n'est pas indépendant ne peut pas apporter quelque chose à la communauté. Et le thème qu'on a abordé ici,
savez, quand on ne connaît pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. On tourne en rond toujours. Et c'est ça notre histoire, et c'est ça qu'ils ont tous les deux rappelé. Les jeunes générations ont intérêt à vraiment connaître ce qui s'est passé et à en tirer les leçons. Et c'est ce que nous devons tous faire. Et enfin, il a parlé de son oncle à Paris. Je ne sais pas si vous avez raconté l'histoire de la manière dont il a rossé les députés dahoméens béninois. Parce que quand Henri Guissou a dit qu'il fallait rétablir la Haute-Volta, le député qui est devenu président de la République plus tard a dit que l'Assemblée a autre chose à faire que le rétablissement de la Haute-Volta. Alors l'oncle de Basile a bondi sur le député dahoméen, il l'a attrapé au cou, le terrassé, il allait le gorger sans doute, si les gens n'étaient pas intervenus. C'est tout ça qui a amené le rétablissement de la Haute-Volta. Et moi, je souhaite vraiment que ceux parmi vous qui sont historiens, même ceux qui ne sont pas historiens, l'avenir du pays, c'est pour vous, ce n'est plus pour nous. Nous sommes amortis, mais on reste vigilants dans la tête. C'est vous, aujourd'hui, qui allez construire le bourg. Ce n'est pas nous. Je ne dis pas qu'on ne va pas contribuer, on contribue, mais allez imaginer que c'est nous qui sommes encore aux affaires, ce n'est pas sérieux. Institutionnellement, on peut être aux affaires. Mais la substance même du Burkina aujourd'hui, c'est vous. Et je vous encourage beaucoup. À bientôt.